Alors, ce point-là, je trouve, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui est finalement au cœur des tensions des RPS, des risques psychosociaux, et qui font que c'est parfois ceux qui crient le moins fort, qui protestent le moins, et qui sont en fait ceux qui souffrent le plus. Parce que justement, c'est une manière de la défense qu'ils ont trouvée. Ce qui d'ailleurs inverse la problématique des systèmes d'information qui sont au contraire branchés par le bruit, et qui évidemment sont un peu étonnés de voir que ceux qui crient très fort ne sont pas si malades, que donc ça, c'est un peu bidonné ces histoires-là. Ils sont à peu près accessibles à l'idée que peut-être que ceux qui ne crient pas ne vont pas bien, mais comme le système ne les entend pas, ils ne peuvent rien faire. Donc on est paumé, et donc à ce moment on se retrouve avec des gens qui en toute sincérité, sont un peu désarçonnés. Je parle là des managers qui sont en difficulté. Alors moi je pense que le point auquel ça aboutit, cette affaire, c'est ce que Christian évoquait. C'est la question de l'existence ou de l'absence grandissante de dispositifs institutionnels que l'on puisse convoquer, auxquels on puisse référer, pour s'abriter derrière quelque chose qui aura valeur de normes, de règles, de valeurs, enfin, opposables à la façon dont les choses sont proposées d'être faites, et qu'on puisse objecter d'une manière où on ne s'expose pas tout seul dans le procès qu'on ferait, mais on pourrait y aller au titre d'un métier qu'on a et qui est organisé dans un dispositif qui peut parler pour soi, ou si ce n'est pas le métier, ça peut être une tradition d'entreprise, ou tout simplement un accord qu'on a réussi à faire. Alors c'est là que la question de la doctrine est essentielle. C'est dans les organisations où les métiers, les gens qui travaillent n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une façon de faire qui convient, ce qu'on peut appeler une doctrine professionnelle. C'est évidemment très très au cœur ceci de la question du management, qui est en panne absolue de contenu, et donc évidemment sans doctrine du tout, et qui ne sait pas à quoi accrocher finalement un jugement qui, ce faisant, a toutes les chances de n'être perçu que comme un jugement personnel. Et là on se trouve devant les cas de figure donc, de gens qui, faute de ces dispositifs institutionnels convocables, qui serviraient d'abri, se trouvent en situation d'autoréférence. L'individu devient à lui-même la référence du bien et du mal, c'est à lui d'en juger. Et comme c'est à lui d'en juger, c'est à lui qu'on pourra toujours faire reproche d'en juger trop à son aise. Il est donc par construction toujours reprochable dans la manière d'en avoir jugé pour lui, moins bien que d'autres auraient voulu qu'il le fasse. Et comme il n'a aucun moyen de convoquer aucune institution qui pourrait arbitrer entre le trop ou le pas assez, et donc dire en quoi il a fait effectivement normalement plutôt que pas, puisque précisément la question de la norme disparaît, car c'est l'enjeu de l'institution qu'elle existe, les personnes sont complètement exposées à la brutalité d'un jugement sans référence, sans critères, donc perçu comme discrétionnaire, et qui, de haut en bas de la hiérarchie, les met en situation extrêmement difficile. Là, ici, on est au cœur, pour moi, d'un enjeu qui renvoie à la question même de l'activité. On peut poser l'activité de travail, l'activité, je dis bien, comme la manière de la personne de permettre que la division du travail ne s'incarne pas dans une division du sujet. Le travail est organisé d'une manière qui divise les tâches, qui divise les gestes, qui divise les fonctions, et qui les réarticule ensuite par des processus organisationnels dont c'est la fonction. Il se fait simplement que cette division, comme dirait Yves Clos, cette déliaison, dans l'activité, il s'agit au contraire de la compenser par une capacité à relier. Donc l'enjeu de l'activité, c'est que la division du travail ne rentre pas dans le corps, dans une division du corps entre la tête et l'esprit et les jambes et les mains, et puis chacun des gestes de la main en sous-gestes séquencés. Permettre que justement cette division, j'allais dire, ne se psychosomatise pas. Et ceci suppose que précisément dans cette façon de faire, il puisse trouver le sujet, dans ses interlocuteurs, des instances capables de comprendre ce qui se joue là, donc de faire écho à la valeur de la manière dont c'est remonté. Quand il ne le trouve plus, parce que les dispositifs institutionnels précisément s'effondrent, qu'il n'y a plus de doctrine consultable pour savoir quoi en penser, et bien effectivement, il n'est plus que seul devant cette division, qu'il aura tendance donc précisément à somatiser ou à psychosomatiser ou à socialiser dans les violences dont on parlait. Là, on renvoie au fait que, je termine là-dessus, le dispositif institutionnel
dont on parlait tout à l'heure, dont Christian parlait, il faut le voir aussi dans sa qualité immatérielle lui-même. Je considère qu'une doctrine est un dispositif institutionnel immatériel, c'est-à-dire une dimension construite socialement, au terme d'une activité déontique d'élaboration de la règle, et qui a la fonction d'une institution, c'est-à-dire la capacité d'être consultée pour donner de la paix, c'est-à-dire amener de la paix dans les tensions, sinon entre les personnes qui sont mises en face à face, et dans la situation de devoir s'affronter, faute de ne plus pouvoir confronter des points de vue arbitrés sur des référentiels consultables. Donc, finalement, ce qui manque, pour reprendre un peu la catégorisation d'Hirschman, c'est le voice. Aujourd'hui, il y a le choix entre exit et loyalty, la loyauté ou la sortie, quoi. Un petit peu ce que tu expliquais. Alors le voice, il peut s'exprimer à travers soit des institutions, des dispositifs institutionnels, des régulations, soit des acteurs, finalement. Moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il y a crise sur les modes de régulation par rapport à ça. C'est qu'on ne les a pas trouvés aujourd'hui, on tâtonne, en tous les cas. Et puis, il n'y a peut-être pas non plus les acteurs pour condenser un peu toutes ces problématiques et ces phénomènes de déliaison, ces phénomènes de division, etc. Alors, la division du travail, elle n'est pas d'aujourd'hui. La division entre le penser et le faire, l'industrie, le Fordisme, le taylorisme, le Fordisme l'ont bien mise en pratique. On est peut-être plus surpris que dans les activités, je dirais, de nature cognitive, dans la société de la connaissance, ça se reproduise, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc finalement, pour aller un petit peu vers la fin de cette conférence, moi je voudrais vous poser à tous les deux la question de comment rebondir par rapport à ça. Finalement, la confiance et les problèmes de santé qu'elle crée, etc., comment s'en servir comme une ressource. Et je voudrais tourner vers toi, François, finalement, du point de vue de l'ergonomie. Alors tu as déjà esquissé un peu les choses, mais est-ce que tu peux aller plus loin en termes de... Est-ce que tu vois, par exemple, se dessiner dans ton activité d'intervention, puisque tu interviens aussi, est-ce que tu vois se dessiner des mécanismes, des formes de régulation, ou est-ce que tu vois émerger des acteurs qui peuvent permettre de retrouver un peu cette totalité qui, finalement, est nécessaire à l'individu dans son activité de travail? Peut-être d'abord revenir sur deux points que tu viens d'évoquer. La division du travail, de fait, n'est pas nouvelle, bien entendu. Mais si on réfère aux situations de type taylorien ou fordien, il y avait quelque chose qui organisait tout ça et donnait un espace qui s'appelle le droit. Et précisément, la relation de subordination est aussi une relation de protection. Elle dit ce qu'on a le droit ou pas de faire. Et le droit est opposable à une organisation qui se ferait sans égard à ça. Autrement dit, le droit est dans les dispositifs institutionnels certainement le plus savant, le plus ancien, le plus essentiel. Et c'est précisément un des points qui, dans les systèmes d'aujourd'hui, est en crise, au sens où le plus problématique. C'est d'ailleurs pour ça que dans nos disciplines, une des frontières, je dirais, sur lesquelles il y a le plus peut-être à travailler, et ça commence à s'imaginer, c'est avec le droit. Le droit du travail, même si c'est quelqu'un qui le représente dignement, mais c'est vraiment quelque chose d'important que les disciplines du travail, psycho, ergonomie, etc., économie, quand elles parlent du travail, ce qui lui arrive parfois, donc, voilà, se confrontent avec ce qui vient du droit et les enjeux là qui se nouent par rapport à des situations où on voit très très bien que quand je parle de déficit institutionnel, ça peut s'appeler un déficit de droit.